Donc je vais, comme souvent, parler d'un problème de dénombrement, de comptage, dont l'un des mérites est d'avoir un énoncé simple. Vous avez déjà à peu près compris l'énoncé. Donc voilà les deux questions auxquelles on va s'attacher. Donc je prends des chemins sur le réseau carré, donc des pas nord, sud, est, ouest. Ils partent de l'origine et on leur interdit de visiter un cadran. Alors vous conviendrez avec moi qu'il y a à peu près deux choix standards à symétrie près pour ce cadran. Donc soit le cadran sud-ouest, c'est-à-dire un cadran négatif, soit le cadran ouest. Et c'est les deux questions qu'on va essayer de résoudre. Donc bien entendu, ce problème rentre dans un cadre bien plus général, consistant à compter les chemins dans des cônes. Je le dis une fois cône et après vous entendrez cône parce que je ne sais pas le faire autrement. Alors le point important, c'est pas que je vienne du sud, c'est que ces cônes soient rationnels, donc bordés par des hyperplans d'équations rationnelles. Sinon, c'est le gros bazar. Donc le problème générique dans ce contexte, c'est le suivant. Vous prenez un point de départ, on est en d dimensions, et puis vous vous donnez une collection de pas finis, les pas autorisés que peut prendre votre chemin, et un secteur, de préférence contenant P0, et on se demande quel est le nombre C de n de chemins à n pas, qui sont partis de P0, qui prennent leurs pas dans l'ensemble S qu'on leur a prescrit, et qui sont confinés dans cette région. Et comme vous le verrez, bien souvent, on est amené à raffiner la question en prescrivant aussi le point d'arrivée de nos chemins. Donc voici un exemple bien connu en dimension 2, où on a un cône qui est convexe et qu'on va s'empresser de replier en un cadran. Et ça va faire la première partie de mon exposé. Donc l'une des instances les plus étudiées de cette question, c'est de compter les chemins en 2D confinés dans le premier cadran. Donc c'est ce que je vous disais là. Donc je reprends mon exemple ici, je ratatine le secteur angulaire pour en faire un cadran. Ça change la liste des pas, mais qu'importe. Et donc, question générique, on se donne un point de départ, mettons 0, 0, un ensemble de pas, qui va donc être un paramètre, et on s'interroge sur la série génératrice trivariée, notée Q comme cadran, qui compte tous ces chemins selon trois paramètres. Alors là, il y a un peu de notation. Donc la variable T va garder en mémoire la longueur du chemin, donc le nombre de pas, et puis les variables X et Y vont garder en mémoire les coordonnées IJ du point d'arrivée. Donc ça, c'est le nombre de chemins à n pas finissant en IJ. Donc c'est une question qui a fait couler pas mal d'encre ces dernières années. Il en était plusieurs fois question à Aléa et autour. Donc voici quelques exemples. Ici, vous avez nos archives manquantes. Là. Un message pour Mathieu. Voilà. Et donc à quoi ont abouti ces à peu près 15 années de travaux sur les chemins dans le quart de plan? Eh bien, une classification, disons, satisfaisante de la nature de la série génératrice Q qui compte ces chemins. Alors, quand je parle de nature, c'est quelque chose qu'on a un peu vu ce matin dans l'exposé de Steve Meltzer. Donc, on aime bien classer nos séries génératrices, nos séries formelles, dans des classes de plus en plus générales. Donc, les moins générales, c'est sans doute les séries rationnelles. Alors là, vous voyez, j'ai juste une seule variable, hein. Donc des quotients de polynômes. La classe suivante, un peu plus grande, c'est les séries algébriques, donc celles qui annulent un polynôme. Et puis la troisième classe qu'on aime bien également, qui est encore plus générale, ce sont les séries différentiellement finies, donc celles qui satisfont une équadif dont les coefficients sont des polynômes. Et ça contient bel et bien les algébriques. Alors Aléa n'est sans doute pas l'endroit pour vous faire un long laïus sur les vertus de ces séries en termes de propriétés de clôture, d'effectivité ou d'asymptotique. Le seul truc que je voudrais dire, c'est, vous avez vu, moi j'aurais des séries à plusieurs variables. Par exemple, j'avais Q de X, Y et T. Donc la rationalité en plusieurs variables, on imagine bien ce que c'est. L'algébricité aussi. Le seul truc un peu, disons, qui mérite d'être précisé, c'est la définitude. Si vous avez deux variables, on veut deux équadifs. Une par rapport à T
et une par rapport à l'autre variable, mettons x. C'est ce que dit ce petit bout de transparent. Voilà, donc moyennant quoi, ce qu'on a réussi à faire dans les 15 dernières années, c'est à classifier les chemins du cadran à condition qu'ils aient des petits pas. Donc des petits pas, ça veut dire que notre ensemble de pas, donc pour chaque pas, la projection sur chacun des deux axes, c'est 0, plus 1 ou moins 1. Vous m'excuserez, je note moins 1 comme ça prend moins de place. Donc vraiment, les pas qu'on s'autorise, c'est ceci. Au plus proche voisin. Donc il y en a 8. Donc ça fait un nombre fini de problèmes. A priori, 256 problèmes à étudier, dont tous ne sont pas intéressants. Puis il y en a qui sont équivalents par symétrie. Donc avec Marny, il y a quelques années, Marny-Michna, on avait fait un peu de ménage. En vrai, il y en a 79 qui sont vraiment des problèmes en 2 dimensions et qui méritent d'être regardés et donc classifiés. Donc, les voilà. Bon. Et cette classification, à quoi elle ressemble? Je ne vois pas grand-chose finalement. Elle peut se résumer dans les termes suivants. Elle dit que la série des chemins du cadran est différentiellement finie, donc dans notre classe sympathique de série formelle, si et seulement si un certain groupe qu'on construit à partir de l'ensemble des pas autorisés est fini. Alors vous avez ici les premiers papiers dont l'union prouve cette classification. Et en pratique, ça revient à classifier certains types d'équations fonctionnelles, parce que c'est toujours facile de voir que cette série Q, comptant les chemins du cadran, satisfait une équation alors de ce type-là. Ici, c'est pour le réseau carré, mais les autres ne sont pas très différentes. Alors, je vais quand même vous dire un peu ce que c'est ce petit groupe, sans le définir précisément. Donc, étant donné votre ensemble de pas S, vous construisez un polynôme de Laurent en x et y, qui simplement, pour un pas ij, porte un monôme xi, yj. Donc, par exemple, pour le réseau carré, avec des pas plus ou moins 1 dans chaque direction, voilà le polynôme des pas S. Alors, de même que j'écris 1 bar pour moins 1, j'écris x bar pour 1 sur x. On se comprend, enfin j'espère. Ça permet d'en fourguer un peu plus sur un transparent. Voilà, alors ce groupe qui doit être fini pour que la série soit différentiellement finie, c'est un groupe qui est engendré par 2 transformations rationnelles du couple XY qui ont pour propriété de fixer, de laisser invariant le polynôme des pas. Donc je ne vous dis pas comment le construire en général, bien que ça ne soit pas très dur, mais pour le réseau carré, voici mes 2 transformations rationnelles. Il y en a une qui remplace x par 1 sur x, et on voit bien que ça laisse le polynôme des pas invariant, et l'autre, symétriquement, remplace y par 1 sur y. Et évidemment, ça engendre un groupe d'ordre 4. Voilà, alors si on implémente cette classification sur nos 79 modèles intéressants, il y en a 23 qui ont un groupe fini, et donc une série différentiellement finie, parfois même algébrique, et puis 56 qui sont dans ce cas-là. Et ce qui décide de l'algébricité ou de la transcendance de la série, c'est si une certaine fraction rationnelle, qu'on appelle la somme d'orbites, est nulle. Et alors l'un des charmes de ces résultats, c'est la variété des méthodes qu'il a fallu combiner pour aboutir à cette agréable classification. Donc moi, je me tiens dans ce petit coin en brassant des séries formelles, mais vous voyez tout le spectre des méthodes employées, depuis des résultats probabilistes, des résultats, je ne sais pas comment les qualifier, plus théorie des nombres sur les propriétés des séries différentiellement finies, coefficients entiers notamment, du calcul formel, de l'analyse complexe. Voilà. Alors, je voudrais dire un mot sur le 3 plus 1, ici. Ces 4 modèles sont d'une certaine façon les plus simples, puisqu'ils ont une série simple, algébrique. C'est aussi plus ou moins les plus durs, au moins les plus durs parmi ceux de groupe fini. Et ils sont groupés en 3 plus 1, parce qu'il y en avait 3 qui se ressemblent assez et qu'on avait résolu de façon uniforme avec Marny-Michna. Et puis il y a le dernier, le plus 1, et c'est ce modèle de Guessel, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, au moins pour un certain nombre d'entre vous. Donc c'était mon illustration du départ. On est dans le réseau carré, pas nord-sud, est-ouest, on part de l'origine, et on veut rester dans un secteur de 3/8 du plan. Quand on le ratatine, ça donne ça.
Alors l'histoire, la voilà en bref. Donc ça commence autour de 2000 avec une conjecture de Ira Gesell. J'ai un peu changé mes notations, qui dit que le nombre de chemins de longueur paire partant et retournant en l'origine semble être formé de petits facteurs premiers. Donc ici, ce que je note avec n, c'est la factorielle montante. Donc c'était une très jolie conjecture, des nombres simples. Ça a énervé pas mal de gens, dont moi. Et jusqu'à ce que ça a mis presque 10 ans avant d'être prouvé, cette conjecture-là. Et ça a été prouvé à grands coups de calculs formels. Donc ce n'était pas exactement le genre de preuve qu'on pouvait attendre, quoique. Et qui plus est, 1 an plus tard, Aline Boston et Manuel Kawers, en utilisant encore plus de calculs formels, ont prouvé qu'en fait la série complète de ces chemins, donc ils les comptent tous, selon la longueur et les coordonnées du point d'arrivée, est en fait une série algébrique. Certes d'un gros degré, mais enfin une série algébrique. Alors pour l'anecdote, ça veut dire que la série génératrice de ces nombres-là est elle aussi algébrique, et personne ne s'en était aperçu, alors que normalement les séries hypergéométriques qui sont algébriques, c'est classifié proprement. Voilà, honte à nous. Et puis depuis, il y a eu d'autres preuves, avec moins de calculs formels, qu'on peut peut-être qualifier d'élémentaires. Je ne veux pas argumenter là-dessus. Voilà, donc ça termine ma grosse partie sur les chemins du cadran. Et finalement, toute cette jolie histoire, c'est l'une des motivations pour la question que je me suis posée ensuite. Si au lieu de prendre un cône convexe, on prend un cône ouvert, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, voici les 2 exemples dont j'ai parlé au début. Alors, de nouveau, on peut se ramener de façon canonique à interdire le cadran négatif. Donc, on part, mettons, de 0, on se donne un ensemble de pas, on évite ce cadran, et puis on a une série qui est maintenant notée C comme cône, dont on voudrait bien connaître la série. On se demande s'il y a une histoire semblable à raconter. Donc, j'ai résolu ces 2 premiers modèles, qui sont a priori les 2 plus faciles et qui ne le sont pas énormément, malgré tout. Et l'une des raisons pour lesquelles on peut subodorer qui ne sont pas très faciles, c'est en fait ma deuxième motivation pour regarder ça, c'est que donc au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux 3/4 de plan, j'essayais toujours de mieux comprendre les chemins de Gesell, et je me suis dit, mais si j'arrivais à faire le 3/4, je saurais faire Gesell par le principe de réflexion. Donc vous avez déjà vu des choses comme ça, peut-être. Donc ici, imaginons que je sache compter les chemins alors qu'ils partent non pas de 0, mais un petit cran à gauche ici, de -1, 0. Pardon? Voilà, donc Gesell, j'ai retourné Gesell, j'ai regardé Gesell dans un miroir, mais c'est les mêmes nombres. C'est toujours 3/8 du plan, quelle que soit la façon dont on les prenne. Donc si je sais compter les chemins dans 3/4 qui partent de ce point et qui finissent en un point prescrit, eh bien, il y en a 2 types. Soit ils ne traversent pas cette droite, et c'est des chemins de Gesell, soit ils sont mauvais, à un moment, cric, ils traversent cette droite, et ce que je fais, c'est que je réfléchis par rapport à cette autre diagonale un poil plus épaisse, la partie du chemin qui suit, pour terminer en J. Donc on s'assied, on peut écrire les détails, mais ça permet de compter Gesell en fonction de 3/4 de plan. Donc c'était l'une des autres raisons pour lesquelles, comme Gesell était dur, je me disais, est-ce que ça sera moins dur? Mais du coup... Pardon? Mais oui, mais j'ai enlevé ce transparent. Effectivement, si on peut faire la même chose avec le réseau carré diagonal, pour compter Gesell d'une autre façon. Donc ça, c'était ma deuxième motivation. Et puis la troisième, qui est un peu trichée, qui est a posteriori. Donc vous imaginez, on a un problème de chemin simple, donc on prend un ordinateur et puis on calcule les premiers nombres simplement en construisant les chemins pas à pas. Et on essaie de deviner s'ils sont jolis. Il y a de très beaux outils pour faire ça. Et de facto, j'ai deviné un certain nombre de formules dont voici un spécimen. Donc ici, on est ce que j'appelle le réseau carré diagonal. On part et on finit en l'origine. Et j'ai conjecturé, il y a déjà d'assez nombreuses années, que ces nombres-là étaient la somme alors, de 3 termes hypergéométriques, que voilà.
Alors, il y en a qui sont connus dans le tas. Le premier, là, ça, c'est les chemins du cadran, avec ces mêmes pas, les pas diagonaux. Ça, c'est les chemins de Guessel. Et puis ce bout-là, c'est celui qui domine asymptotiquement, avec un exposant en -5/3. Voilà, donc il y a du Guessel quelque part, et la morale de l'histoire, c'est que le cadran, c'est au moins aussi dur que Guessel. Voilà, donc ça, c'était mes motivations, et puis il faut quand même que je vous montre au moins un résultat. Donc ici, on est sur le réseau carré, nord, sud, est, ouest, avec point de départ l'origine. Donc la série C que je cherche à déterminer va s'exprimer en fonction de celle des chemins du cadran. Mais celle-ci, elle est bien connue, et elle est tellement bien connue que les coefficients sont connus explicitement. Donc ça, c'est le nombre de chemins à n pas qui terminent en IJ dans le cadran. Et donc, moyennant quoi, on a ce résultat-là. Donc la série des chemins, la série C, des chemins qui évitent le cadran négatif, c'est la somme de deux termes. Donc il y en a un, c'est une combinaison linéaire de ces séries Q. Alors on peut regarder un peu où est-ce qu'elles contribuent. Donc Q, c'est des chemins du cadran. Ça veut dire que les exposants de x et y dans Q de xy, ils sont positifs. Donc si on dessine ici I et J, la série Q de xy, elle va contribuer quand on calcule des chemins, quand on dénombre des chemins qui terminent ici. Ensuite, 1 sur x carré fois cette série. Alors, il n'y aura pas de contribution des Q ici, en -1. Et puis, on aura la deuxième contribution dans ce coin-là. Et puis, symétriquement, la troisième est ici. Et puis donc, une fois qu'on a enlevé cette petite combinaison linéaire de séries de cadrans, il reste un A qui, lui, est algébrique. Alors, il y a plusieurs façons de l'exprimer. En voici une. Donc, A, c'est une série trivariée. Alors, vous voyez, j'ai tendance à laisser tomber la variable de taille. Mais A de XY, c'est quand même une série trivariée. Il y a aussi la variable de longueur. Elle s'exprime agréablement en termes d'une série A- qui n'a plus que deux variables et qui, elle, a une paramétrisation rationnelle explicite. Elle est de degré 24. Voilà. Alors, je ne vais pas, comme vous l'imaginez, passer beaucoup de temps à prouver ça. Je vais juste donner quelques petits ingrédients de la preuve. S'il y a des gens intéressés, je me ferai un plaisir de disserter ensuite sur la comparaison entre les problèmes de cadrans et les problèmes de 3 cadrans. Mais donc voici quelques ingrédients. Donc on part à peu près comme toujours dans ces problèmes-là, si on veut les traiter systématiquement, par une équation fonctionnelle satisfaite par ma série. Une première chose, c'est de la relier à la série des chemins du cadran, et c'est ça qui va faire apparaître cette combinaison linéaire. Ça, c'est pas trop douloureux. Puis après viennent des outils plus ou moins classiques, cette méthode du noyau consistant à annuler un certain polynôme qu'on appelle le noyau, jusqu'à une méthode qu'on a développée il y a maintenant pas mal d'années avec Arnaud Géane, qui prouve que certaines équations qu'on dit à une variable catalytique ont toujours leur solution algébrique. Donc je vais vous montrer des bribes de cela. Alors ça c'est important et facile, donc ça vaut le coup. Je prétends que pour ce modèle-là, mais en fait avec n'importe quel pas, on peut toujours écrire une équation fonctionnelle qui n'est rien d'autre que la construction pas à pas de nos chemins. Donc que dit cette équation? Elle dit qu'un chemin dans 3/4 de plan, c'est soit le chemin réduit à un point, soit il s'obtient à partir d'un chemin plus court, de même type, auquel j'ai rajouté l'un des 4 pas possibles. Et vous voyez ici ce que j'avais appelé le polynôme des pas. Alors si je m'arrête là, j'ai fait des bêtises. Et en particulier, quand est-ce que j'ai fait des bêtises? Eh bien, si mon chemin un peu plus court, il terminait sur la partie négative et strictement négative de l'axe vertical et que j'ai rajouté un pas vers l'ouest, j'ai pénétré dans le cadran interdit. Donc je veux soustraire cette contribution-là, enfin une contribution, et puis symétriquement, si je terminais sur la partie négative de l'axe des X et j'ai plongé vers le sud, ça ne va pas non plus.
Et donc ça m'amène à introduire des morceaux de ma série d'origine. Donc par exemple, ce C- compte très précisément les chemins qui terminent en des points I0 pour I négatif, donc sur cette partie-là. Voilà. Donc ça s'écrit tout le temps, hein, c'est du récursif simple. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les termes en C de xy, ça fait apparaître ce polynôme violet, qui est ce que j'appelle le noyau. Et un autre truc agréable à faire, c'est de tout remultiplier par xy, parce que ça a l'avantage de découpler dans mon terme de droite les termes inconnus en x des termes inconnus en y. Et par rapport à d'autres équations d'un type un peu semblable, c'est une propriété agréable d'avoir séparé les variables x et y. Voilà, donc c'est ça qu'on veut résoudre. Et donc la première étape consiste à relier ça au chemin du cadran. Donc vous pouvez faire la même cuisine en construisant récursivement les chemins du cadran. J'ajoute un pas, et puis quand je suis en train de faire une bêtise, je soustrais des contributions qui sont celles-là. Et donc si on compare ces deux équations, elles se ressemblent quand même beaucoup, même noyau. Et puis ici à droite, il y a une seule différence, mais elle est quand même de taille, à savoir qu'ici j'avais des chemins du cadran, donc j'avais des polynômes en y, et ici j'ai des polynômes en 1 sur y plutôt. Mais malgré tout, c'est cette comparaison entre ces deux équations, plus la possibilité de jouer avec ce petit groupe de symétrie sous-jacent, qui amène, à introduire cette série A, qui est la différence de la série que je cherche, et d'une combinaison linéaire de 3 séries de cadrans. Alors on peut calculer pour A une équation, elle est du même tonneau que celle pour C, et vous allez me dire, elle est plutôt plus vilaine, parce que la seule chose qui a changé, c'était ce coefficient constant à droite, qui de xy est passé à un vilain polynôme de Laurent. Je ne peux pas contester ça, et pour ceux qui ont un peu trempé dans le sujet, la seule différence, c'est que maintenant la somme d'orbites est nulle, et qu'au moins sur les problèmes du cadran, c'était quelque chose qui impliquait l'algébricité, même si on ne comprend pas très bien pourquoi, et qu'on peut espérer que ce A-là sera algébrique, et c'est ce qui, à la fin des fins, est le cas. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On en a marre d'avoir des coefficients qui sont des polynômes de Laurent, donc on coupe A en 3 morceaux, les coefficients positifs en x et y, ceux où il y a du x du 1 sur x, ceux où il y a du 1 sur y. Donc par symétrie, on a introduit 2 nouvelles séries pour lesquelles on peut écrire des équations. Donc je vous montre juste l'équation pour M, la partie mixte. Donc on a toujours notre noyau, on a quelque chose qui est du M de xy, on ne va pas chipoter. Et puis à droite, il y a des choses qu'on voit analogues à ce qu'on voit dans des équations de cadran. Donc les spécialisations en y égale 0 et en x égale 0. Et puis il y a un terme en plus. Donc cette réduction nous amène, pour une série qui maintenant a des coefficients polynomiaux, à une équation qui ressemble à un problème de cadran en plus compliqué. Voilà, et c'est celle-là qu'on résout. Alors en plus, on a perdu le découplage en x et y, en plus de ce terme supplémentaire. Mais bref, en manœuvrant cette chose-là et en inspirant de la solution de Guessel notamment, j'ai réussi à résoudre cette équation et après on remonte jusqu'au bout, jusqu'à trouver ce résultat-là. Donc en voilà un, on peut faire d'autres choses. Donc on peut se concentrer sur les chemins qui terminent ici ou là, donc par exemple à l'origine, mais aussi ailleurs. Et on voit de nouveau une contribution d'une partie de termes qui viennent du cadran et d'une partie algébrique. On peut faire pareil pour le réseau diagonal. On peut partir de ce point-là, qui est ce qu'il faut faire si on veut résoudre Guessel. Alors on a perdu la symétrie en x et y, c'est un peu plus lourd, mais ça se fait aussi. Et puis une fois qu'on a souffert comme ça, les chemins de Guessel sont gratuits. Voilà, et puis si on veut aller un peu plus loin, donc j'ai résolu 2 modèles. Donc je vous rappelle, ça c'était la classification pour le cadran, donc selon la cardinalité du groupe sous-jacent.
Donc il y avait 79 modèles intéressants pour le cadran. La bonne nouvelle, c'est que pour 3 cadrans, il n'y en a plus que 74. Les 5 qu'on a enlevés, ils étaient dans cette catégorie-là. Donc là, j'ai mis des points d'interrogation partout. C'est assez optimiste. Si ce n'est que j'ai eu des bonnes nouvelles la semaine dernière. Donc Sami Mustafa, qui est un analyste probabiliste à Paris 6, je crois, il a prouvé que, par un argument asymptotique, que ces cas-là, effectivement, n'étaient pas différentiellement finis. Et c'est en regardant le comportement asymptotique des excursions, donc analogue à ce qui avait été fait par Bruno, Aline Bostan et Kylian Rachel pour le cadran, il a prouvé que les exposants qui apparaissent ne sont pas rationnels et donc ne peuvent pas être ceux d'une série différentiellement finie. Et puis là-dedans, je vous ai montré, je vous ai dit que je savais faire 2 cas, ils sont là. Et donc je n'ai pas résisté à la curiosité d'aller regarder ces 4 modèles. Et effectivement, j'ai deviné, donc avec les outils de divination habituels comme GFAN, pour les chemins qui partent et finissent en 0, et dont les pas autorisés sont un de ces 4 ensembles-là. Donc ça, c'est les 4 modèles qui sont algébriques dans le cadran, et il semble qu'ils soient algébriques dans 3 cadrans également. Voilà, et puis je voudrais finir avec une façon un peu duale de présenter les choses. Donc jusque-là, on avait fixé un cône. Oui. Pourquoi on dit que tu n'as pas fait dans le schéma les 2 nouveaux modèles qui doivent résoudre? Ils sont algébriques, mais ils sont dans la colonne finale. Ils ne sont pas algébriques, il y a la composante Q qui est différentiellement finie. C'est le A qui est algébrique, mais il y a la composante. Oui, mais moralement. Moralement, si tu peux enlever une série différentiellement finie à une série différentiellement finie, tu obtiendras toujours une série algébrique. Non, mais il se pourrait qu'il y ait une morale, effectivement, et que la partie, qu'en enlevant une partie différentiellement finie prédictible, comme celle-ci, tu trouves toujours quelque chose d'algébrique. Je ne sais pas. Voilà, donc version un peu duale de tout ça. Au lieu de fixer le cône et de varier les pas, je fixe les pas. Donc je suis sur le réseau carré, j'ai toujours 4 pas, et je choisis un cône bordé par ces 8 demi-droites. Alors c'est un choix assez naturel, parce que c'est des demi-droites qui ne sont traversées par aucun des pas du réseau carré. Et donc, ayant choisi un cône, j'ai un problème de dénombrement. Combien de chemins y a-t-il? Donc voici un des problèmes de dénombrement de chemins du réseau carré dans un cône. En voici un autre. Et donc, si on regarde ça à symétrie près, on trouve qu'il y a 12 problèmes. Donc, vous avez ici les plus petits cônes, un huitième, un quart, un autre quart. Ça, c'est Guessel, qui est algébrique. Nord, sud, est, ouest. Maintenant, j'ai fixé les pas et je varie le cône. Voilà, ici, vous avez les cas, j'en ai pas parlé, mais quand on est dans un demi-plan, c'est toujours des séries algébriques et ça, c'est facile. Et puis là, on commence à être dans des cônes au-delà de pi. Donc là, c'est les 2 que j'ai résolus là, et puis encore un peu plus loin. Et puis, à l'extrême, on a les chemins qui évitent une demi-droite, c'est qu'on avait regardé avec Gilles il y a de nombreuses années, qui sont algébriques. Et donc, il en reste 2. Donc ça, c'est un des 2 que je conjecture algébrique. Et celui-ci, il devrait aussi se trouver dans le monde différentiellement fini, sauf que je n'ai pas réussi à deviner une équadif, sans parler de la prouver. Donc j'espère, c'est même pas que je conjecture, j'espère qu'il est différentiellement fini. Voilà, et c'est tout. Merci.